Bonjour à tous sur la chaîne Ovocyte Moi. Je suis aujourd'hui avec Pauline, une donneuse noire d'ovocytes. Je suis vraiment contente que Pauline ait pu se déplacer pour cette vidéo. Elle, c'est vraiment la donneuse, je voulais vraiment interviewer. Bon, les autres ne vous fâchez pas, mais vraiment, Pauline, elle a fait son don très jeune, à 21 ans. J'ai envie de savoir, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'elle a fait ce don-là aussi jeune? Et voilà, j'étais prête à aller jusqu'à chez elle, faire un sitting devant sa porte. Pauline, l'interview. Donc, je suis vraiment contente qu'elle s'est déplacée. Vraiment, elle est venue jusqu'à Vitry pour l'interview. Donc, vraiment, merci beaucoup à Pauline. Je vais me tourner vers elle puisque la vidéo est centrée sur les donneuses. Bonjour Pauline. Salut Zari. Voilà, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Donc, j'ai plein de questions à te poser. Ouais. T'es un mystère pour moi, carrément un ovni. Donc voilà, ma première question, j'ai envie que tu te présentes. Voilà, tu me dis à peu près qui est Pauline. Ouais. Voilà. En fait, moi aujourd'hui j'ai 22 ans, je vais bientôt avoir 23 ans et puis sinon je suis graphiste, je fais un petit peu de design web et puis je suis aussi illustratrice dans mon temps libre. Et je suis vachement militante en termes d'afroféminisme, donc dès que quelque chose touche autour de la communauté et qui me touche moi-même, je suis à fond là-dedans. Donc quand j'ai vu tout ce qui était don d'ovocytes pour les femmes noires, j'ai foncé là-dedans. Ouais. Donc voilà, maintenant tu fais une belle transition, j'ai une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Pourquoi tu as fait un don à 21 ans? Ça c'est the question pour moi. Question, je me doute bien. En gros, c'était... Alors, quand est-ce que j'ai fait ça? Le don d'ovocytes, je l'ai fait début 2019. Et je m'étais renseignée durant l'été 2018. J'étais tombée par hasard sur une vidéo, je crois que c'était même une vidéo de toi, je crois bien. Et j'étais tombée dessus et je me suis dit, putain, j'étais pas du tout au courant, je connaissais le don de sperme, je connaissais vite fait le don d'ovocytes. Et quand j'ai regardé la vidéo en entier, j'ai fait, mais en fait, comment ça? Ça n'existe pas. Personne donne quand on est noir des dons d'ovocytes. Je trouvais ça un peu bizarre. Donc, je me suis renseignée sur le CECOS du CHU de Rouen. Et en fait, je me suis inscrite juste pour qu'on me rappelle et avoir des petites infos. Et genre, un quart d'heure après m'être inscrite, t'as le médecin qui m'appelait, qui me dit « Oui, bonjour, j'ai vu que vous avez été intéressée. » J'ai fait « Bon, c'est rapide, donc c'est parti. » Alors, j'ai demandé des informations. Il m'a demandé si j'étais libre pour un rendez-vous. Puis, c'était parti, quoi. C'était lancé. Donc ça, c'était à peu près en fin août 2018. D'accord, donc c'est à peu près, tu m'as dit mai, c'est ça? De mai à août, quand tu as pris l'information? Non, l'information, c'était en août 2018. 2018, ah oui, c'était assez rapide, ouais. Ouais. Août 2018, j'avais pris les informations. D'accord, ok. Et du coup, dans le don, tu t'es inscrit au CHU de Rouen au moment où tu as fait et au moment où il y a la pension, combien de temps s'est passé en fait? Alors, du coup, le temps qu'on trouve des rendez-vous, qu'on puisse caler des dates où je suis disponible, parce que je commençais mon alternance à ce moment-là, ça a mis quelques mois. Donc à partir de décembre, vraiment, on a lancé le truc. D'accord. Fallait voir le médecin, fallait voir la gynéco, fallait voir le psychologue. Et donc tout ça, ça s'est fait courant décembre. Et puis, tout le processus médical, ça a commencé là. Et puis la ponction, c'était vraiment en janvier 2019. D'accord, ok. Donc, il y a eu 5-6 mois entre la prise d'information et le rendez-vous. D'accord. Et comment alors tu as pu manager, en fait, gérer? Parce que tu dis que tu avais commencé ton début d'alternance, puisque finalement tu as fait le don pendant ton alternance. Comment tu as pu gérer en fait tout? Parce que ça quand même, ça sollicite, hein, faut le dire. Le don, c'est très sollicitant en termes de c'est chronophage aussi, parce qu'il y a on consacre son temps pour le don. Comment tu as pu gérer ça avec ton alternance? Alors, comme j'étais en alternance, j'avais aussi des périodes où j'étais en cours et pas forcément en entreprise. Et donc, du coup, dès que j'avais des rendez-vous médicaux, j'essayais de les prendre sur ma période d'école. Si j'arrivais en retard, c'était pas très, très compliqué. Bon, j'espère qu'ils ne verront pas ça et qu'ils diront « Ah, t'étais pas là en cours !» Mais non, j'essayais de prendre ça sur mon temps scolaire en fin de journée ou alors très tôt le matin. Et donc, non, j'essayais vraiment de pas entraver ma vie professionnelle avec ça. Parce que comme c'est une décision que j'ai prise par moi-même, je voulais pas que ça m'empêche de travailler en fait. Alors que si ça avait été une toute autre maladie, là j'avais pas le choix, tu vois. Mais là vraiment, je voulais vraiment mettre les deux de chaque côté. De chaque côté. Même si, est-ce que tu avais l'information effectivement qu'il y avait des aménagements dans le cadre de la loi pour les donneuses en fait, pour pouvoir prendre un arrêt maladie ou
Enfin, ça ne comptait pas dans une absence, en fait. Est-ce que... Non, j'avais pris des arrêts. Bah, du coup, j'avais pris un arrêt maladie pour le jour de la ponction, mais sinon, pour les autres trucs, bah, il y avait, comme c'était les échographies, tout ça, il n'y avait pas forcément besoin de prendre une journée en entier, c'était quelques heures, donc je le prenais vraiment très tôt le matin, quoi, pour pas que ça entrave ma journée. Et comment alors tu as ressenti ton don là, en fait? Comment tu l'as vécu, tout le don? En fait, je veux vraiment savoir ton ressenti. Est-ce que c'était douloureux? C'était dur? C'est-à-dire que plein de questionnements sont passés. Est-ce que tu as eu plein de questionnements pendant le parcours du don? Voilà, comment tu as vraiment ton ressenti? Comment c'est passé? A posteriori maintenant, est-ce que tu es contente? Finalement, ce n'est pas très bien passé. Voilà, comment c'est passé? Vraiment, j'ai envie de ton ressenti par rapport à ça. Bah, honnêtement, moi, j'ai adoré l'expérience. Ça m'a fait vraiment du bien, plaisir de me dire que, que mon don, il ne sert pas à rien, quoi. Je savais que si je faisais ça, c'était pour une raison in fine. Et pendant tout le processus médical, moi, je l'ai pas mal vécu. J'ai pas eu de douleur particulière. Moi, il faut savoir, c'est qu'en début 2018, j'avais des soupçons sur l'endométriose. Donc, du coup, je me suis dit que si je faisais ça en même temps, c'était le moyen de savoir si j'avais l'endométriose ou pas. Et finalement, pour l'instant, peut-être pas. On n'est pas encore sûr. Et donc, non, pendant tout le processus, donc, les injections par moi-même, ça me prenait 10 minutes à 21h tous les soirs. C'était vraiment pas super contraignant. Peut-être le seul truc qui m'a fait peur, c'était la première fois que j'ai dû me faire une injection. Du coup, j'étais pas sereine de me la faire moi-même. Tout à fait. Mais franchement, non, j'ai pas eu de ressenti négatif par rapport à ça. D'accord. Je trouve que ça s'était plutôt bien passé. Donc, par rapport aux injections, tu n'as pas fait appel aux infirmières, en fait, pour te montrer? En fait, vu que il y a des moments où je ne suis pas très futée, on m'avait dit que je pouvais demander une infirmière, mais je pensais que c'était eux qui faisaient le rendez-vous. Et après, on m'avait dit que c'était à moi de prendre le rendez-vous. Donc, le premier soir, quand on m'a dit, non, c'est à vous de le faire parce que vous n'avez pas appelé d'infirmière, j'ai fait, ah, d'accord. Bon, puis en fait, c'est pas sorcier, donc c'était vraiment pas compliqué. J'ai regardé sur Internet comment faire, et puis en 2-3 mouvements, c'était fini, quoi. D'accord. Donc non, j'ai eu la présence d'une infirmière que pour la dernière injection, celle qui est un peu plus lourde pour la ponction, quoi. D'accord. Combien de temps a duré ta stimulation exactement? Est-ce que c'est qu'il y a les protocoles courts, les protocoles longs? Ouais. Si je me souviens bien, je crois que c'était 3 semaines, quelque chose comme ça. 21 jours? Je crois, ouais. C'était vraiment pas long. Dans le moment où on a attendu les premières règles et tout jusqu'à la pension? C'est ça. Ça a duré 3 semaines, 1 mois. Pas plus. J'ai vraiment fait une vingtaine de jours, peut-être un peu plus. Vingtaine de jours, je parle vraiment de la stimulation. Je ne parle pas de la prise de rendez-vous, les échos, les examens préliminaires, l'écho pour voir ta fertilité, tout ça. J'ai vraiment la stimulation. D'accord, ça a été ce protocole long. Ça a été, pour moi, c'était pas si long que ça, mais c'est ça. Parce que normalement, les protocoles courts, c'est 12 jours. D'accord, je savais pas. Non, moi, du coup, c'était 3 semaines, et puis la dernière semaine, du coup, 1 jour sur 2, il y avait l'échographie pour voir la taille des ovocytes. C'est ça, des follicules. Des follicules, voilà, c'est ça. La taille des follicules jusqu'à la pension. C'est ça. Ouais. Et ma question, en fait, sur est-ce que tu as eu les questions, parce que toutes tes interrogations, est-ce que le personnel médical était présent lorsque tu avais quand tu avais une question à poser? Est-ce que tu t'es appuyé sur d'autres personnes également pour avoir les éléments de réponse sur toutes tes questions? Quelles ressources tu avais à ta disposition? Concernant toutes mes interrogations, personnellement, dès que j'avais des interrogations, j'ai posé les questions au médecin du Ségos qui accompagnait, qui était vraiment super gentil. Dès que j'ai eu pendant les premiers rendez-vous, tu vois, qu'on a avec lui pour parler de notre dossier médical, dès que j'avais une question, c'était avec lui. Après, sinon, dès que j'avais d'autres interrogations qui me revenaient comme ça, après, j'étais beaucoup plus suivie par la gynéco du coup de la PMA. Donc, franchement, elles ont été vraiment super chouettes. J'ai pas eu de mauvaise expérience avec eux. Ils ont été vraiment hyper soutenants. Enfin, c'était vraiment super chouette d'être avec eux. De se sentir soutenue. Et sinon, tu as eu après la pension, en fait. La pension, est-ce que tu as fait sur anesthésie générale, locale, les warriors, quoi, local? Alors, je t'avoue que moi, je m'étais jamais fait opérer avant et j'avais vraiment peur de me faire une opération et de voir ce qui se passe. Donc, j'ai dit non, moi, je dors. Donc, c'est bon, pas local. Moi, c'est général. Donc, je vais... Non, c'était hors de question que je reste éveillée pendant ça. Et comment s'est passé le réveil alors? Le réveil après la pension et tout, comment tu t'es sentie? Alors, quand je me suis réveillée, du coup, j'étais en salle de réveil.
C'était comme si j'avais fait une très bonne nuit. Je m'étais réveillée, j'ai fait « Ah, trop bien !» J'ai trop bien dormi. Et non, tout s'est bien passé. J'ai pas eu de douleur tout de suite. À ce moment-là, j'avais un stérilet et j'avais demandé à le retirer pendant l'opération. Donc, ils avaient dit oui, pas de souci. Donc, ils me l'avaient retiré. Et la seule douleur, franchement, que j'ai pu avoir, c'était par rapport au retrait du stérilet. D'accord, ok. J'ai pas eu de douleur particulière pour la ponction ovocitaire propre. D'accord. Et bon, une question, tu sais, moi je pose des questions. Hein. Vas-y, je t'écoute. Comment s'est passé pendant la stimulation? Parce qu'on ne peut pas avoir des rapports sexuels sans prostate. C'est vrai. Non, ça, à ce moment-là, j'avais. C'est quand les jeunes. C'est vrai. Non, en vrai, à ce moment-là, j'avais mon compagnon avec qui je suis plus maintenant. Ouais. Mais à ce moment-là, on était ensemble et puis lui, il me soutenait carrément dans le truc. Donc je lui ai dit rien. Donc rien. Il me servait. On avait dit non, je fais les choses correctement, donc vraiment pas de bêtises et tout. Donc non, on avait vraiment fait gaffe. D'accord, ok, donc ça va, il était soutenant. En fait, ah oui, carrément. Il avait dit que je faisais ce que je voulais. Même par rapport au fait de signer une décharge comme quoi il était d'accord que je le fasse. Ah oui, on vous a fait signer ça? Oui, on m'avait fait signer ça. Que mon conjoint donne son accord sur le fait. Donc, même moi, sur le coup, j'étais un petit peu interloquée. Et puis il m'avait dit, je te signe le truc, mais en fait, tu fais ce que tu veux, quoi. Donc, non, il avait dit qu'il n'y a pas de souci. Même si je voulais faire n'importe quoi, il me suivrait dans mon délire, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. D'accord, ok. Pourtant, mais vous étiez mariés ou? Non, du tout. On était juste, on vivait ensemble, en fait. Mais comme on vivait ensemble, à l'hôpital, il pensait que c'était du coup une vie maritale, techniquement. D'accord. Donc, il fallait signer un truc comme quoi. Ok, mais c'est que la vie maritale, en fait. Hein. C'est ça, c'est tout. C'est juste qu'on vivait ensemble, qu'on n'était pas mariés, pas fiancés, rien du tout. Non, c'est juste comme ça, quoi. D'accord, ok. Et sinon, voilà, après, est-ce que c'est lui qui est venu finalement te chercher ou quelqu'un est venu te chercher Non, c'était lui qui était venu me chercher du coup. D'accord. Et je l'avais appelé pour lui dire que je sortais dans quelques minutes. Puis comme j'habite derrière le CHU, il était venu me chercher à pied et puis on était rentrés ensemble. Et sinon, le suivi post-pension en fait, parce qu'il y a ce suivi-là, est-ce que tu as eu ce suivi de la part du CHU de Rouen ou pas? Ouais, il y a eu le suivi et tout. Et puis non, il y a eu... Il n'y a pas eu de complications. L'hyperstimulation ovarienne, non, il n'y a pas eu ça. Non, il n'y a pas eu de problème. Donc, non, tout s'était bien passé. J'ai été suivie par les super pas sages-femmes, mais les super infirmières. Exact, celles qui font le super gentilles et tout. Donc, non, dès qu'il y avait eu quelque chose à m'accompagner et tout, donc tout va bien. Est-ce que tu as su le nombre d'ovocytes qui ont été prélevés après ou pas? J'ai posé la question et on m'a dit que j'avais pas le droit de savoir. En fait. Ça, c'est vraiment chaque CHU qui fait ses lois. Bah, je sais pas du tout. Parce que toutes, elles ont connu Marianne, Colette et Tipora, elles ont connu le nombre de follicules. Oh, la chance, bah non, moi du coup, je leur ai posé la question, je leur ai dit, est-ce que je peux savoir combien ils ont dit, bah non, on peut pas te donner, on peut pas te dire. Non, c'est vraiment chaque CHU qui fait la loi. C'est quand même dommage en fait. Je suis dégoûtée, j'aurais trop aimé savoir. Bah non, oui. Du coup, non, je sais pas. Ouais, non, mais c'est chaque CHU, effectivement. C'est pour ça que cet échange-là, pour moi, est très intéressant pour avoir le ressenti de chacun. Vis-à-vis le CHU, Marianne, elle a fait 2 fois, c'est le CHU de Lille et le CHU de Tenon. Tipora, elle a fait à Paris, c'est le CHU de Cochin. Et Colette, elle a fait à Montélimar, voilà, le CHU de Montélimar. Donc du coup, finalement, c'est vraiment 4 manières de travailler différentes. Dans même Lille, 5 même. Parce qu'elle a fait 2 fois. Voilà, 5 manières de travail différentes, effectivement, oui. Et une autre question, en fait, est-ce que, sinon, par rapport au parcours, en fait, est-ce que des risques t'ont été informés ou pas par les infirmières, des hyperstimulations ovariennes, ou finalement on n'a pas abordé les risques au moment du don? Bah là, je te dis, comme ça remonte un petit peu, donc je me souviens plus, mais ouais, de toute façon, on m'avait parlé que l'hyperstimulation ovarienne, ça pouvait être, je sais pas dangereux, mais ça pouvait toucher un peu à la fertilité. Donc, c'était pour ça que si je voulais faire conserver des ovocytes, je pouvais le faire, tout ça. Et du coup, ouais, non, j'avais été au courant s'il y avait des séquelles ou quoi que ce soit. Ok, super. Donc, non, j'étais vraiment très consciente de tout ce qui pouvait se passer au moment de faire le don.
Une question également, c'est, je sais que au moment de la ponction, les rendez-vous sont plus successifs parce qu'il faut mesurer la LH. Je ne sais pas si on a mesuré la LH pour vérifier l'ovulation. Au moment de l'ovulation, comment tu es arrivé à gérer ça avec l'entreprise, l'école? Parce que dès la ponction, c'est tous les 2 jours à l'hôpital. Hein. Comment tu as géré ça? Comment ça a été? À un moment, en fait, j'ai été honnête avec mon entreprise où j'étais à ce moment-là et je leur avais dit, en fait, là, je suis en plein... Ils me posaient des questions de pourquoi est-ce que je partais un peu plus tôt parfois et pourquoi j'arrivais un peu en retard le matin. Je leur ai dit, en fait, je suis en train de faire un don d'ovocytes, donc c'est pour ça que je vais à l'hôpital souvent. Puis ils étaient genre, ah, d'accord. Donc non, ils ne l'avaient pas super mal pris du tout. Ils avaient dit, mais justement, c'est super courageux de ma part de faire ça. Donc non, ils étaient plutôt agréablement surpris et puis pas du tout regardant là-dessus, en fait. Ouais, tu vois comment? Parce que j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est à 21 ans? Ça surpris. Exactement, c'est ça, ça surprend énormément, en fait, ta démarche à 21 ans. De le faire parce que même moi je suis allée à l'université de Saint-Denis, j'avais pas les jeunes avec ce retour aussi. Voilà, je les ai informés, oui, j'ai fait la diffusion du don d'ovocytes dans l'université, mais j'ai pas eu des retours ou des jeunes filles qui m'ont dit oui, je vais faire le don. Non, j'ai pas eu ce retour-là. C'est pour ça que vraiment t'interviewer, c'était quelque chose qui me tenait tellement à cœur parce que ton témoignage, vraiment ça. J'espère, avec celui-là, on parlait... J'espère aussi que ça pourrait toucher des gens un peu plus jeunes. Beaucoup plus jeunes, parce que même Tipora, Maria, elle dit, mais attends, mais c'est jeune. Non, c'est pompé là, on pense à autre chose. Attends, à 20 ans, on ne pense pas à faire un don. En fait, je sais pas, comme c'est quelque chose de vraiment... tu vois, c'est... En fait, faire le don en soi, ça peut toucher tout le monde, tu vois. Mais le fait de faire un don, surtout quand tu es une femme noire et que c'est et que ça sert vraiment parce que tu sais qu'il n'y en a pas assez en France, ça touche encore plus. Donc c'est vraiment... Comme je suis vachement à fond dans ces débats, en fait, il fallait que je le fasse. La question ne se posait même pas, en fait. C'était évident. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien que ça puisse toucher d'autres personnes et que j'en parle autour de moi. Que du coup, j'avais fait l'interview pour le Huffington Post. Exactement, c'est comme ça, oui, que je suis revenue vers toi. Voilà, on va aborder maintenant la deuxième partie. La deuxième partie, c'est sur la loi de bioéthique. La loi de bioéthique, dans la révision de la loi bioéthique, on a entendu tellement parler de ça, la PMA pour toutes. C'est ouvrir la PMA pour les femmes homosexuelles et les mamans solo, les femmes seules. Et il y a eu la PMA aussi, dans ce débat de la PMA et dans la révision de la loi bioéthique, c'est les enfants nés du don. Beaucoup d'enfants nés du don sont rassemblés autour d'une association qui s'appelle PMA Anonyme, qui réclame effectivement ces possibilités d'avoir accès à l'information du géniteur ou de la génitrice, pour ceux qui sont nés du don de spermatozoïdes pour le géniteur et d'ovocytes pour la génitrice. Je vais voir à ton avis, qu'est-ce que tu penses en fait de ces enfants nés du don qui souhaitent retrouver leur géniteur, sachant que toi tu as fait le don. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je me suis posé la question au début, parce que c'est quand même vachement important, parce que c'est quand même eux qui naissent de ton acte. Donc, non, pour moi, c'est important. Je trouve que s'ils ne veulent pas savoir, c'est eux qui décident. S'ils veulent savoir, je comprends aussi, parce que c'est quand même une partie d'eux qui ne connaissent pas. Même si moi, par exemple, je n'ai pas élevé les enfants qui vont naître de mon don, j'ai quand même des caractéristiques en commun avec eux. J'ai envie de savoir s'il y a des traits de personnalité qui se ressemblent, s'il y a des traits physiques. Donc, je peux comprendre s'il y a des enfants qui ont cette envie-là aussi. Moi, je comprends totalement qu'ils aient envie que ça devienne des anonymes, en fait, en France. Et ça l'est quand même dans pas mal de pays en Europe. Donc, je ne comprends pas, en fait, pourquoi est-ce qu'en France, on continue à le faire. Parce que dans tous les cas, si quelqu'un veut savoir, ils sauront, ils vont retrouver la personne. Donc, autant que ce soit déjà fait. Et puis voilà. Tout à fait, exactement. Tout à fait. En plus, tu le dis bien, par le test ADN, normalement, on peut retrouver effectivement un membre de la famille qui a fait et remonter l'information. Sachant qu'aujourd'hui, moi qui est dans les métiers de la cybersécurité, on laisse beaucoup d'empreintes sur Internet. T'es bien placé pour le savoir. Franchement, aujourd'hui, je dis à chaque fois, je vis caché, je mets une adresse mail. Hein. Bah oui, t'as une adresse mail, t'es retrouvable. Exact, et c'est dans les serveurs de Google. Hein. Bah oui, donc si tu veux ouvrir, ça s'ouvre. Voilà, si nous, les gens de la Cyberhack, on va entrer dans le... Enfin, t'inquiète pas.
n'y a pas de problème. Caché. Non, ça non, existe. T'es pas caché. Dans vraiment les systèmes d'information, rien n'est caché. Il faut que les gens sachent ça. Tout est stocké. Tout est stocké. Donc, ouais. Et sinon, c'est que toi, tu as fait le don, ton don était anonyme. Ouais. La loi de révision de la bioéthique, dont le vote qui a été fait à l'Assemblée nationale, les enfants qui sont dans le cas de la Lolima peuvent retrouver leur géniteur demain. C'est-à-dire qu'ils vont faire une demande au SECOS. Le SECOS va prévenir le géniteur ou la génitrice pour savoir si c'est mis en contact souhaitable. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Est-ce que tu serais dans ces démarches-là si finalement le SECOS de Rouen te recontacte, le CHU de Rouen te dit tiens, il y a un enfant né de ton don qui souhaiterait entrer en contact avec toi? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu n'as pas envie Moi, je t'avoue que si dans 20 ans, il vient sonner à ma porte, je vais pas le refouler, tu vois. Enfin, si tu as envie de me poser des questions, ma porte, elle est ouverte, tu t'assois à ma table et puis je te réponds, il n'y a pas de souci. Si j'ai fait l'acte, c'est pas justement pour, une fois que c'est fait, voilà, c'est fini, puis j'en parle plus. C'est que, non, si j'ai fait ce truc-là, c'est un acte militant. Donc, si tu veux des informations, si tu veux apprendre à me connaître, si tu veux vraiment... même faire partie de ma vie d'une façon ou d'une autre, pour moi, il n'y a vraiment aucun souci. J'assume mon acte et puis c'est comme ça. Ouais. Je vais pas parce que j'ai fait ça que je dois dire, en fait, non, c'était mon acte, non, c'était l'acte de toi, ta famille, du mien. On est tous liés, donc il n'y a pas de souci. Il y a aussi un point que les enfants nés dans le don, en fait, ont remonté, c'est surtout l'aspect médical. C'est l'information, parce que beaucoup, dans les années, ceux qui ont maintenant 20 ans, les années 80 et tout, on n'avait pas, parfois il y a eu des choses qui sont vraiment passées assez en sous-marin dans les sécos, c'était pas très, très cadré comme aujourd'hui. C'est la notion de santé, les maladies génétiques en fait, parce que moi aussi j'ai eu un cas dans la famille où mon frère est décédé du don de moelle osseuse, sachant que le don de moelle osseuse c'est la compatibilité HLA. C'est un noir qui donne à un noir et en plus quand on est dans une composante métisse c'est encore beaucoup plus compliqué parce qu'on mixe effectivement et trouver un donneur compatible, c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce que cette partie-là, est-ce que tu l'as intégrée effectivement dans le don, que oui, en cas de maladie, par exemple, s'il y a une maladie, est-ce qu'une sollicitation notamment de toi, la génitrice en fait, dans le cas de par exemple la compatibilité de la HLA, est-ce que tu répondras positivement ou pas du tout? Voilà. HLA, c'est le cancer parfois du sang. Est-ce que tu répondras positivement ou finalement tu dis oh là là, je ne pensais pas faire le don pour aller à ce niveau-là. Voilà. Quel est ton ressenti par rapport à ça? Vraiment tout ce qui est maladie génétique en fait. En fait, déjà ils m'ont posé la question de si je voulais savoir si par exemple il y avait des enfants qui découlaient de mon don, est-ce que j'avais envie de savoir s'il allait y avoir des maladies génétiques? Et surtout que si moi j'ai des enfants plus tard, leur dire si j'ai des... Donc bien sûr, tu vois. Donc si ça va dans les deux sens. Si moi j'apprends qu'il y a quelque chose, évidemment que je vais leur dire au cas où, tu vois. Et j'espère aussi que s'il se passe quelque chose avec l'enfant qui découle de mon don, qu'on puisse me le dire aussi. Donc s'il y a besoin de faire un don de moelle osseuse, un don de quoi que ce soit, bien sûr que j'irai aussi parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois, j'ai un acte militant. J'ai fait là, pour moi, c'est qu'une première partie que j'ai fait en fait. Je sais qu'il y a d'autres choses qui vont arriver après et je suis complètement consciente de ce qui peut arriver, donc j'assume. Même si ça peut être difficile, même si ça peut être douloureux, j'assume mon acte, même si je peux le regretter plus tard, tu vois. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de le faire, j'assumerai toute ma vie. Vraiment, ton témoignage, ça me donne la chair de poule, ça m'émeut beaucoup, parce que là, vraiment, Pauline, ça m'émeut beaucoup, parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu quand j'ai fait la PMA, en fait, en tant que receveuse, d'avoir cette information de la part de la donneuse. En fait. Pleure pas, parce qu'après je vais pleurer aussi. Non, mais c'est vrai, parce que là, j'ai envie de pleurer, mais c'est vraiment dans cette démarche-là, vraiment, que j'ai voulu faire le don, enfin, quand j'ai été receveuse, d'avoir ce retour-là d'une donneuse. Mais pour moi, en fait, c'est évident, je comprends même pas qu'on puisse répondre à autre chose que tu vois. Tu vois, là, je pleure, mais parce que c'est vraiment ça que, tu vois, parce que là, tu me rejoins dans comment j'ai envisagé le don. C'est comme ça que tu me le rejoins dans ce ça me fait plaisir. Ça, je tenais vraiment à t'interviewer aujourd'hui, quoi. Vraiment, c'est de faire cette interview avec toi, quoi. Vraiment, ça me touche beaucoup.
J'ai une autre question sur l'ADN en fait. Il y a eu beaucoup d'enfants nés du don, notamment les PM anonymes, qui ont fait des recherches parce que dans certaines années 80 c'était compliqué. Il y avait un peu les trucs qui étaient faits sous-marins, mais aujourd'hui maintenant tout est régulé en France heureusement sur le don. Donc du coup ils ont retrouvé leurs donneurs. Parfois ces tests ADN sont stockés dans des entreprises parfois chinoises, parfois américaines, on n'a pas une Ah, c'est chouette ça. On n'a pas une maîtrise totalement de l'information qui est de ce qu'on donne en fait. Et c'est quelque chose qui a réveillé pas mal de donneurs. Puis dire putain, wow, si on fait s'il fait mon test, ça dit que même mes données sont stockées. Comment tu te positionnes par rapport à ça que voilà, tu es très jeune et vous êtes aussi dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations qui sont laissées sur la sphère internet et tout ça dans le web. Quel est ton ressenti par rapport à ça, en fait, que l'enfant né du don va faire un test ADN, parfois s'il est dans une famille qui n'a pas donné l'information de son don, qui a caché et tout ça. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça, en fait? Est-ce que ça te gêne que tes données soient... Voilà, ou est-ce que tu dis, l'information aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on en fait aujourd'hui et voilà, et c'est... On avance avec le fil du temps. Voilà, on sera au fil du temps. Honnêtement, là, en plus, vu que je travaille dans le numérique, je suis assez sensibilisée sur tout ce qui est RGPD, donc la réglementation des données, tout au niveau européen, tout ça. Et plus le temps passe, et plus j'essaie d'avoir moins d'informations possibles sur moi sur Internet, ou en tout cas que ce soit contrôlé, tu vois, que je sache ce que j'ai mis sur Internet. Donc, je me suis posé la question si j'allais faire le test ADN. Tu vois, il y a toujours des trucs américains, des trucs comme ça. Au début, je ne voulais pas me poser la question, je me suis dit je vais le faire. Et finalement, là, je suis en train de me poser la question sur le niveau d'éthique là-dessus, tu vois, le fait de conserver mes données, les revendre, tout ça, pour en faire quoi, tu vois. Et pour l'instant, je me pose encore la question de si je vais le faire ou pas. Je pense que dans la finalité, oui, je vais le faire parce que je me dis que s'il y a un enfant qui découle de mon don, il va sûrement en faire un. Et je ne peux pas lui en vouloir parce que s'il veut le faire, s'il n'est pas forcément renseigné sur le fait que les informations, voilà, faut faire attention à ce qu'on met sur Internet, tu vois. S'il n'est pas forcément au courant et qu'il fait le test, il va le faire dans tous les cas. Donc, même s'il veut des informations et qu'il n'arrive pas à me retrouver, donc, dans tous les cas, il fera le test pour me retrouver. Donc, pour le moment, je ne vais pas le faire maintenant. Mais je suis encore un peu en réflexion, mais je pense que in fine, j'espère qu'on trouve une solution pour qu'on puisse le faire en toute sécurité, en stockant mes données de façon sécurité et que je sache qu'à n'importe quel moment, je puisse les retirer aussi. Exactement, tout à fait dans le cadre du RGPD. Voilà. Je suis un peu pas la même démarche. Moi, je suis pro-technologie en fait. Moi, je suis j'ai pas une phobie de la techno. Moi, je suis là-dedans et je pense, et même finalement, là, même si on voit Twitter et tout ça, c'est des ingénieurs qui travaillent derrière, c'est des développeurs qui travaillent derrière. Et ça a quand même modifié même la manière, ça bouge quand même la société. Donc moi, je suis pro-technologie en fait. Mais c'est parce que j'ai une interrogation, parce que les gens ne sont pas responsables. C'est ça. En fait, c'est pas, comme on dit, le couteau ne fait pas le problème, c'est la personne qui est derrière. C'est la personne qui tire le couteau, voilà, c'est ça. Qui va poser problème. Donc moi, c'est vraiment ça. Donc du coup, voilà, je ne suis pas aujourd'hui même dans l'analyse d'aujourd'hui des génomes. La personne noire et même métissée ont une diversité génomique assez importante. Donc du coup, effectivement, les études aujourd'hui qui sont menées sur les génomes, même si on fait des prélèvements aujourd'hui en Afrique, même que les Africains n'ont pas profité, mais ça va permettre de déceler pas mal de maladies génétiques, de pouvoir apporter des réponses sur des maladies aujourd'hui. Donc c'est bien. Moi, je suis pro-science. Moi, personnellement, je suis pro-science. Mais une bonne dose d'éthique n'est pas mal là-dedans. Ça, je suis d'accord. Tant qu'il y a des humains qui n'agissent pas des responsabilités. Donc là, je te rejoins. J'ai aussi une question, mais bon, tu as répondu, mais bon, je te la repose encore. Est-ce que tu aurais fait le don si ça avait été, si on avait levé l'anonymat? Oui. la question ne se pose même pas en fait. J'aurais fait. C'est vrai aussi, il y a moi qui ai animé la page Vos-Cite-moi avec la page Utasa, je sais que beaucoup dans nos communautés, c'est l'anonymat. L'anonymat, c'est-à-dire juste au-delà de ne pas dire à l'enfant, de dire à l'enfant qu'il est né du don. Moi, je suis vraiment contre ça, en fait. Je dis, si déjà tu es contre, en fait, de dire à l'enfant, je dis même receveuse, va même pas faire le don. Le fais même pas, ça sert à rien. Va même pas demander le don de quelqu'un. Parce que déjà, tu caches l'enfant même sur d'où il vient. Parfois même, on le voit qu'on ne sait pas quelle est notre histoire. Et puis tu mens en fait. C'est ça.
tu vois un enfant. Je comprends pas, en fait, c'est quand tu veux pas montrer... Je comprends même pas le principe là-dedans. Si l'enfant, il l'apprend par lui-même, dans tous les cas, il va forcément être énervé contre toi parce que tu lui as pas dit. Donc, Exactement. Donc, c'est quelque chose, dans la communauté, beaucoup. S'ils sont pros, je ne dirais pas à l'enfant parce que l'infertilité, c'est quelque chose de… Parce que c'est tabou, c'est… c'est commun. C'est très lourd, c'est très problématique, surtout que moi, je suis venue d'un parcours migratoire, en fait, en France. Donc, du coup, la femme infertile, c'est la lynchée, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Qui essuie toutes les affres de la société, la société patriarcale. Hein, ça. C'est ça. Donc, du coup, c'est que beaucoup, c'était le fait de dire, prolonger encore les souffrances sur elle, on va savoir qu'elle est infertile. Donc, c'est quelque chose où je disais, pour moi, si déjà l'enfant, on passe par le don, on se doit le dire, en fait, à l'enfant, quoi, du truc. Et une autre question, en fait, ça, on reste dans l'éthique. Comme tu es militante, le fait que tu as mis sur position militante, c'est ces questions-là. Est-ce que tu t'es allé plus loin quand tu as fait ton don, en fait? Tu es allé plus loin pour savoir dans quelles conditions les autres femmes font le don? Est-ce que tu es allé chercher beaucoup plus loin là-dessus, dans ta démarche militante de l'Afrofemme? Est-ce que tu es allé plus loin dans cette réflexion-là? Non, là tu me poses une colle parce que non, je remarque que je me suis pas intéressée à ça après. Non, ce que j'ai fait après, c'est de parler de mon expérience en fait. J'en ai surtout parlé pour que ça donne envie à d'autres de le faire. Mais c'est vrai que je me suis pas intéressée plus que ça à comment fonctionne le don pour d'autres personnes. D'accord, ok. On va aborder la troisième partie. Voilà, on a terminé la deuxième partie. La troisième partie, c'est comment s'est passé, comment l'entourage a perçu ton don. Est-ce que tu as les anecdotes croustillantes, et tout. Voilà, comment maman a perçu, mais papa, j'en sais rien, si tu as parlé à papa et à maman, aux amis, quel était le retour en fait? Ok. Alors déjà, quand j'ai pris les informations, je me suis dit, vu que j'aime beaucoup parler avec ma mère de tout ce que je fais, même de toutes mes conneries, je lui en parle et elle s'est dit, mais c'est quoi encore ta connerie dans laquelle tu te lances? J'ai fait, merci pour le soutien, ça fait plaisir. Et non, au début, je sais que mes parents ils étaient un petit peu réticents, ils se sont dit, dans quoi tu t'embarques, tu vois, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quand même un truc médical, il y a une opération, c'est lourd. Donc au début, les gens étaient un petit peu sceptiques, tu vois. Et puis mes potes, du coup, je leur en parlais et c'était super enthousiaste parce qu'ils connaissaient pas. Je leur ai parlé du truc, ils étaient genre, mais en fait, c'est ouf la démarche dans laquelle tu vas. Donc mes potes, ils étaient, mais 100% go, vas-y. Et après, quand j'en ai parlé au boulot, ils étaient, du coup, comme je te disais tout à l'heure, ils étaient surpris et agréablement surpris en se disant, mais putain, t'es jeune et tu es déjà au courant de problématiques comme ça et tu te lances déjà pour aller aider les gens. Enfin, les gens étaient vraiment choqués, tu vois. Et, mais agréablement surpris parce que du coup, eux-mêmes n'étaient pas forcément au courant de tous ces trucs-là. Et non, en général, j'ai eu un plutôt bon ressenti, pas trop de négatif. Des réticences du côté de la famille, c'est normal parce qu'on s'inquiète de la santé. Mais sinon, pas de problème particulier. Puis une fois que le don a été fait, et que j'ai fait l'interview, que j'en ai parlé un petit peu autour de moi, après la famille était genre oui, ma fille, elle a fait un don d'ovocytes, c'est pas mal. Tout. Enfin, c'est là que tu te rends compte en fait, bon, ça s'est bien passé, donc c'est bon, on peut relâcher la pression, donc c'est un peu la classe, tu sais quand même. La victoire avec quelqu'un. Voilà, c'est ça. Bon, ok. Donc non, en vrai, non, tout s'est bien passé, ça a été un bon ressenti de chacun. J'étais contente. Et une autre question, est-ce que tu as quelque chose à dire aux receveuses en fait? Parce que dans le parcours, c'est vrai qu'on parle beaucoup de PMA, on a parlé beaucoup des receveuses. Et souvent, on vous met un peu à l'écart. Et moi, c'est quelque chose qui m'offusquait profondément dans le parcours PMA, dans les gens et les receveuses, c'est qu'on vous dit, elles sont, la donneuse, elle ne représente rien, c'est juste des gamètes. Moi, c'est quelque chose qui me choquait, mais énormément. Je me suis dit, putain, mais c'est des êtres humains, là. Ouais, justement. C'est des êtres humains, là, dont on parle, en fait. Oui, elles représentent beaucoup, parce que sans elles, t'as rien, en fait.
C'est ça. Bah, comme tu dis, tu vois, bah, on n'est pas que des gamètes en fait, on ne fait pas que un don et puis basta. C'est que bah, derrière, on y a réfléchi, on s'est posé des questions. Est-ce que je peux faire ce don sans forcément donner de maladie de ma famille, quelque chose comme ça, tu vois? Est-ce que je suis en assez bonne santé pour permettre à quelqu'un d'autre de jouir d'avoir un enfant en bonne santé, tu vois? Et je pense que bah, on pense pas du tout à tous les ressentis qu'on peut avoir nous en tant que donneuse. Et même si les receveuses n'ont pas forcément envie de nous avoir dans les parages, dans l'éducation de leurs enfants ou le fait de voir les enfants grandir. Personnellement, moi, je n'ai pas de souci là-dessus. S'il y a besoin de savoir 2-3 trucs sur mon état de santé, pourquoi pas. Mais il ne faut pas nous oublier que derrière, on est là et c'est grâce à... Je ne veux pas me jeter des fleurs en disant c'est grâce à moi que tu peux avoir un enfant, mais c'est que... Là, c'est le cas. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Bah, mais je veux dire, je suis une femme infertile, mes ovaires ne fonctionnent pas sans une donneuse. Je peux oui, pas bien avoir, sûr, mais je veux dire, j'ai pas envie de me lancer des fleurs comme si j'avais fait la chose. Non, les fleurs, c'est grâce à toi. Mais en tant que donneuse, je veux pas être comme si j'étais géniale et que grâce à moi, je suis trop cool, tu vois. Non, mais c'est de la gratitude. Voilà, c'est ça. Moi, la gratitude est différente, c'est pas déjà le mettre sur un piédestal. J'ai de la gratitude vis-à-vis du don que tu as fait, Pauline, en fait. Oui, bien sûr. Donc oui, c'est grâce à toi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est grâce à moi. Non, faut dire, appeler un chat un chat. Oui, c'est vrai. Dans ce sens-là, je sais pas, on ne cueille pas les ovocytes dans les fleurs. Hein. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça se saurait. Ouais, mais du coup, non, c'est juste qu'on nous oublie pas et que, bah voilà, techniquement, on fait partie de vous parce que on a fait partie de vous et on vous a donné un super cadeau à la fin, quoi. Tout à fait. La femme est le soleil de la femme. Voilà, exactement. Voilà. C'est beau ce que tu dis. C'est pas de moi, je vais pas. J'ai expliqué, je crois que c'est un peuple en Asie de l'Est qui le dit ça. La femme, c'est le soleil de la femme. Ils ont raison. Les gros Rohingyas. Ah, les Rohingyas. Les Rohingyas, la femme est le soleil de la femme, tout à fait. Mais ils ont raison, ils ont grave raison. Merci beaucoup, Pauline. Merci pour ce beau cadeau. Vraiment, merci d'être venue à moi. Et cet atout m'a beaucoup touchée. C'est ce que j'aurais aimé. J'aurais aimé te rencontrer si j'avais fait le don, en fait. Une donneuse comme ça, c'est vrai que parfois les gens s'étonnent qu'on ne peut pas avoir des liens avec des étrangers, mais moi j'y crois fortement, nous sommes des milliards, et on peut se créer, on peut trouver des gens, même des inconnus qui nous rejoignent dans notre façon de voir la vie et de cheminer, et voilà, et cette interview avec toi, c'était le cas. Mais c'est surtout qu'en fait, l'interview n'aurait même pas eu lieu si tu n'avais pas fait ta vidéo et que je n'étais pas tombée dessus, donc en fait, techniquement, c'est moi qui te remercie en fait, parce que sinon, sans toi, j'aurais pas fait tout ça, quoi. Ouais, non, c'est pour ça que voilà, on est des milliards, il y a des gens qui nous rejoignent et tu m'as rejoint. Tu m'as beaucoup rejoint c'est ce que j'aurais aimé, avoir ce genre de discours, cette parole-là. Et elle m'a beaucoup émue, beaucoup touchée. En plus, tu es jeune. Donc, c'est ça, quoi. Donc, merci beaucoup à toi et merci pour ton magnifique don. Et voilà. Et je vais vous dire au revoir. J'avais dit comme je vais le redire. Je vais fermer l'UTASA, l'association UTASA va plus exister. Ça fait 3 ans que je travaille sur le projet. Aujourd'hui, je pars pour d'autres aventures. Je vais laisser la nouvelle génération, un peu comme Pauline, continuer. Je trouve qu'elles s'engagent beaucoup plus que par rapport à nous. Pauline et moi, c'est 16 ans de différence. Donc, j'apprécie beaucoup leur génération. Voilà, ils sont très engagés et c'est super, on a besoin de ça. Et voilà, donc je laisserai la nouvelle génération continuer ce combat-là sur la santé reproductive, sur la procréation médicalement assistée. Il y a beaucoup à faire sur notre communauté, surtout la communauté noire. Il y a le camp, une association qui s'est créée là, qui va intégrer le pôle santé et qui va prendre cette partie-là également en charge. Mais elle est beaucoup plus grande, cette association-là. Il y a beaucoup de pôles, pôle éducation, pôle santé, pôle violence policière. Voilà, mais moi aujourd'hui, je vais fermer l'association. Merci à tout le monde d'avoir suivi, merci aux personnes qui m'ont soutenue tout au long de ce parcours-là. Et je fais une belle fin avec Pauline, vraiment, parce que c'est la donneuse que j'aurais aimé rencontrer pendant le parcours de PMA. Et voilà, je suis émue. Merci beaucoup. Je vous dis ciao. Il n'y aura plus d'upload sur la chaîne Ovocite-moi. Merci pour ces 3 ans et je vous dis bye bye pour les nouvelles aventures, mais Ovocite-moi de toute manière. Voilà.